On va continuer avec David, notre prochain présentateur, qui est un étudiant à la maîtrise en informatique appliquée à l'histoire à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur l'étude de l'histoire du travail, les idées politiques, les formes de résistance et la colonisation. David fait aussi des projets connectés sur les phénomènes sociaux. Donc, David, la parole est à toi. Oui, parfait. Donc, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est la colonisation, mais surtout la résistance à la colonisation, donc un petit peu les fondements du processus de décolonisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je vais vraiment vous parler aujourd'hui d'un projet qui a commencé il y a 100 ans, en 1921, lorsque le gouvernement français a décidé de débuter la construction d'un chemin de fer en République du Congo. Donc, à l'époque, ça s'appelait le Moyen Congo et qui a nécessité l'emploi du travail forcé. Donc, des habitants des colonies qui étaient sous forme d'une prestation, donc un paiement d'impôts, étaient obligés d'aller travailler sur les chemins de fer. L'intérêt d'étudier ça en 2021, même si c'est un sujet relativement lointain, peut-être même anodin aux yeux de certains, c'est surtout, ça provient de l'actualité. Donc, le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France, est présentement devant les tribunaux pour essayer de demander justice pour les milliers de travailleurs qui sont décédés sur les chantiers du Congo-Océan. Donc, j'ai vu ça passer dans les nouvelles, puis c'est un sujet qui m'a touché, puis j'avais envie de donner voix aux personnes qui, face à cette contrainte, face à cette demande du colonisateur, ont résisté, se sont rébellés ouvertement. Et bref, je veux donner voix à tout ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous parler de la lourdeur méthodologique, donc de passer de mise en contexte, problématique, objet d'étude, cadre conceptuel, etc. Je vais surtout explorer la question de départ, qui est de comprendre quelles ont été les attitudes développées par les travailleurs sur les chantiers pour résister aux demandes coloniales et de mettre en lumière ce processus-là grâce à mes étapes de recherche. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, comme je disais, donc ça va vraiment d'y aller étape par étape, vraiment pour explorer ce sujet-là. Donc, changer de... Voilà. Donc, ce que je peux trouver. Donc, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est vraiment l'histoire de la colonisation de l'Afrique équatoriale française, mais d'un point de vue des personnes dominées, si je peux dire, donc les colonisés. C'est un sujet qui m'intéresse depuis relativement longtemps. Donc, dans un cours que j'ai eu avec mon directeur de recherche, je me suis intéressé aux maladies équatoriales et aux mesures de santé publique mises en place par le gouvernement colonial français. Donc, en parlant de lien avec l'actualité, peut-être que j'aurais été mieux de prendre ce sujet-là pour ma maîtrise en lien avec l'heure du temps, mais j'ai préservé mon fameux chemin de fer. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est un petit peu les logiques européennes, donc de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'empressement à administrer des vaccins, déboiser des marécages, prévenir des maladies pour finalement conclure que c'était ce que je qualifierais d'un humanisme de surface qui vient cacher des intérêts économiques et capitalistes des entreprises concessionnaires françaises. Entreprises concessionnaires étant des entreprises privées qui reçoivent des lots de terre dans les colonies et qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec les ressources et les habitants, d'où le travail forcé. Donc, ce n'est pas un très grand travail, je n'ai pas révolutionné la littérature scientifique, mais c'est quand même à partir de cette recherche-là que mon regard s'est porté vers cette fameuse ligne Congo-Océan qui se situait dans la même région que lorsque j'ai étudié ce projet-là. Donc, le lien qu'on peut faire entre les deux sujets, vraiment au niveau de l'humanisme de surface. Donc, c'est un projet qu'on dit, ah oui, les chemins de fer, ça va être bon pour le développement économique des colonies, ça va être bon pour la population, etc. Mais en réalité, ça camouflait des projets de plus grande ampleur, d'exploitation des richesses du sous-sol, dans l'objectif d'exporter ces ressources-là en France pour les transformer dans des usines et puis les revendre dans les colonies. Donc, c'est vraiment un cercle économique qui était camouflé par un humanisme. Par contre, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je ne cherche pas à aller faire la preuve que le colonialisme est mal. Je pense que s'il y a quelqu'un ici dans l'auditoire qui veut défendre le colonialisme, on peut en discuter après, puis je vais pouvoir démonter cette croyance-là sans problème. Mais bref, je ne sais pas ce que je cherche à faire, mais c'est vraiment de venir voir quelles ont été les attitudes des gens, comment est-ce qu'ils ont résisté. Donc, je m'inspire beaucoup d'une littérature anglo-saxonne, donc britannique et américaine. Ici, j'ai mis quelques auteurs sur mon PowerPoint. Je ne sais pas si on voit la souris dans le partage d'écran, mais c'est ceux-là ici. Dans le fond, eux, ils développent l'idée de résistance quotidienne ou de everyday resistance en anglais. C'est de voir comment est-ce que dans la vie quotidienne des gens, dans leurs habitudes de tous les jours, comment est-ce qu'on pour se soustraire de la domination
et comment ils font justement pour contourner ces demandes incessantes. Ça peut prendre la forme de fuite, de travailler volontairement lentement pour nuire à l'avancement des travaux, de tourner à la dérision le commandant, donc de faire des blagues de rire, surtout, bien entendu, dans les langues traditionnelles, donc pour ainsi ne pas se faire comprendre par les administrateurs qui, eux, parlent français, de se blesser volontairement pour être automatiquement soustrait des travaux. Bref, ça peut prendre plusieurs formes, c'est vraiment ce que je recherche et je vais essayer justement d'en faire une géographie pour montrer un petit peu la dualité de l'espace colonial qui était pensé comme monolithique, donc en un seul bloc unique par les Européens dans leur conception littéraire de l'espace, pour montrer que finalement, c'est un espace qui était fissuré par plusieurs mouvements de résistance, un petit peu comme on peut le voir sur l'image que j'ai mise. Je trouvais que c'était une bonne métaphore de la situation. Donc, que malgré que tout le monde sont sur le fond blanc, ils sont tous en noir unique, ils ont tous une petite tache rouge qui montre que justement, ce n'est pas un seul bloc unique. Donc, j'ai parlé de beaucoup de concepts jusqu'à maintenant, donc colonisation, travail forcé, Congo-Océan. Je crois qu'il est important de clarifier quelque peu ces éléments-là, puisque pour certains d'entre vous, c'est peut-être lointain, ça date de cours au cégep, au secondaire peut-être, ou même que vous n'en avez jamais entendu parler. Grosso modo, je commencerai avec la colonisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait bien entendu en parler pendant près de 45 heures, même encore plus que ça dans des cours universitaires. C'est un phénomène qui s'est échelonné sur environ un siècle, voire beaucoup plus. On pourrait même penser que la colonisation perdure encore jusqu'à aujourd'hui, qu'elle remontera encore à plus loin. Mais grosso modo, on pourrait parler de 1884 à 1960. Donc, les années 1960 qui sont une période de décolonisation et 1884 étant la date du Congrès de Berlin ou du partage de l'Afrique, finalement beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est grosso modo ça, phénomène de domination et de conquête. Le travail forcé, c'est une sorte de continuité de l'esclavage. Donc, je parle de continuité puisque les pays européens, les empires du 19e siècle, se sont souvent vantés d'avoir aboli l'esclavage pour le bien-être de la civilisation. Par contre, c'est une sorte de façade, encore une fois, qui justement camoufle le travail forcé qui, dans les colonies, était monnaie courante. On allait dans des villages, on réquisitionnait une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, et on les ramenait vers les travaux publics. Ces personnes-là étaient parfois salariées, mais c'était un salaire de misère qui était à peine suffisant pour payer l'impôt, mais c'était aussi généralement non payé dans des conditions médiocres. Les gens étaient généralement battus pour leur demander de travailler plus vite. Donc, c'est pour ça que je parle d'une continuité. Donc, la rupture entre esclavage et travail forcé est presque inexistante. Bref, l'intérêt de faire du travail forcé comme ça, c'était vraiment d'éviter à l'État colonial de débourser des fonds pour réduire leur coût d'entretien, par exemple, d'un chemin de fer, mais aussi dans l'exploitation de champs. Donc, c'est vraiment dans l'objectif d'augmenter les bénéfices nets des entreprises privées européennes qui œuvraient sur le territoire colonial. Finalement, le Congo-Océan, c'est un excellent exemple d'une infrastructure coloniale qui sert à exploiter le territoire. Donc, je parle d'exploiter le territoire, ça peut sembler lointain d'un chemin de fer, mais c'est vraiment la logique européenne de l'époque qui dictait l'importance d'avoir des routes, des chemins de fer dans le territoire colonial. Donc, à leurs yeux, l'intérieur du continent était rempli de caoutchouc, de diamants, de métaux précieux, de métaux importants à manufacturer. Et pour les apporter de l'intérieur vers l'océan, pour ensuite les apporter vers la France, il y avait besoin d'un chemin de transition. Et c'est là que le chemin de fer devient un élément important. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu un empressement aussi soudain à aller chercher des travailleurs, mais surtout à vouloir le faire aussi rapidement, ce qui a amené un hécatombe que je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails puisque ce n'est pas ce que j'essaie de faire dans cette étude-là. Bref, le Congo-Océan, c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre qu'est-ce que l'impérialisme et qu'est-ce que le colonialisme. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de l'étudier. Donc, je vous parlais que je faisais une présentation qui n'entrerait pas justement dans la méthodologie d'une recherche en histoire, mais je veux quand même vous présenter le processus. Donc, un petit peu comme on l'a vu dans la présentation précédente, on a parlé des sources. Donc, en histoire, en plus de travailler avec la littérature scientifique, donc des articles, des monographies, on part à partir de documents d'archives, donc ces fameuses sources, des sources primaires. Donc, c'est des documents qui témoignent du passé, et c'est à partir de ces traces du passé qu'on essaie de reconstruire une narration cohérente, donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer, par exemple, sur le Congo-Océan. Donc, pour ma part, j'ai visé 3 types de documents spécifiques.
Et c'est à partir de ceci que j'ai réussi à faire mon analyse. Il y a le premier, donc on parle de littérature postcoloniale. C'est un roman spécifique que j'ai visé, donc de Emmanuel Dongala, qui est un romancier congolais reconnu internationalement, qui a écrit un livre qui se nomme Le feu des origines. Dans ce livre-là, il met en scène un personnage, Mandala Mankunku, qui est une personne dont son nom signifie une personne qui défie continuellement les puissants. Donc, dans cette optique-là, il met en scène justement la résistance vis-à-vis de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Je travaille aussi avec des documents manuscrits, donc qui sont au milieu. C'est des documents dactylographie faits par l'administration coloniale. Ces documents-là me permettent justement de voir le point de vue des Européens. Donc, on pourrait me dire, ah, mais là, il ne faut pas voir, tu veux faire une histoire par le bas de la colonisation, il ne faudrait pas regarder ce que les Européens pensent. Mais ce qui est intéressant avec la lecture des sources, c'est qu'on peut avoir une lecture critique et repérer justement des traces de cette résistance quotidienne. Je prends un exemple. Les Européens, un administrateur arrive au début d'un mois dans un village et demande aux gens de construire des cases pour s'abrier, pour rendre meilleures les conditions de vie. Il revient un mois plus tard dans un même document qui fait le suivi mois par mois, le rapport de la situation politique, pour finalement rapporter que les gens du village ont détruit l'ensemble des cases pour se construire des bateaux, pour faire allumer leur feu, pour se fabriquer des outils, etc., qu'ils ont carrément détruit ce qui avait été fait par l'administration coloniale le mois précédent. Donc, dans leur quotidien, ils ont réussi à juste renverser cet effet. C'est une manière d'affirmer leur existence en marge de la domination coloniale. Finalement, j'ai détourné un petit peu mon sujet, donc je vais laisser tomber ma troisième source, mais c'est la littérature postcoloniale, la littérature anticoloniale, pardon, qui est extrêmement intéressante. Je vous encourage à les lire. On voit ici, il y a André Gide, Voyage au Congo, qui témoigne justement de la violence à l'endroit des travailleurs. C'est extrêmement riche justement pour voir les conditions de vie des personnes. J'avais une section consacrée aux aléas de la recherche que je trouvais qui était importante, surtout avec le contexte dans lequel on est présentement. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la recherche qui ont été frappées de plein fouet par la pandémie. Je ne sais pas, dans les laboratoires, tout ça, il y a probablement eu des fermetures, mais les centres d'archives où on récupère les documents, les sources pour les historiens ont été fermés en grande partie. Donc, c'est une incidence majeure sur l'accessibilité aux documents, à l'avancement de la recherche. Donc, je voulais juste faire un aparté rapidement, juste pour montrer un petit peu des enjeux qui peuvent être liés à la recherche, qui sont méconnus des personnes qui se retrouvent à l'extérieur de ces cercles-là. Toutefois, j'ai aussi découvert un autre aspect intéressant qui est celui de la solidarité. Donc, j'ai réussi à trouver des personnes en France, des membres d'associations étudiantes, en leur écrivant par courriel, qui ont accepté d'aller à Aix-en-Provence récupérer mes documents, en échange, bien entendu, d'une rémunération, et qui, grâce à eux, j'ai désormais des documents à ma possession. Donc, bref, petit message optimiste dans tout ça. Malgré des fois un effet montagne russe dans le milieu de la recherche, il y a toujours des moments difficiles, mais il y a toujours des personnes autour de nous, que ce soit des amis, des copines qui ont l'excellente idée que de nous dire de contacter des associations étudiantes en France qui réussissent à nous permettre d'avoir des meilleurs, à sortir d'un creux, par exemple, et de nous redonner foi en notre recherche. Je terminerai avec une brève présentation de mes résultats. Bien entendu, c'est une recherche qui est en cours. Donc, je n'ai pas mes conclusions exactes. C'est un mémoire qui devrait être publié peut-être, je l'espère, dans la prochaine année, peut-être dans 2 ans si j'écris moins vite que je m'y attends. Et dans le fond, je vais vous présenter brièvement ma méthodologie. Donc, à mes yeux, il est extrêmement important en tant que chercheur d'être capable de transmettre notre savoir au grand public, entre autres par le biais de conférences comme on le participe tous ce soir, mais aussi, par exemple, avec des capsules vidéo sur YouTube, des blogs de recherche, sinon des jeux vidéo, même d'une certaine manière, ou des documentaires. Grâce à ces outils-là, on peut transmettre notre savoir. C'est pour cette raison-là qu'en cherchant à cartographier un phénomène de résistance, j'ai décidé de me dire, comment partager cette recherche? J'ai décidé de justement faire une carte interactive sur le site web, sur Internet, pardon. Donc, si sur le PowerPoint, on peut voir en haut à droite, c'est mon logiciel que j'utilise justement pour faire mes cartes. Et en bas à gauche, j'ai fait un exemple de carte interactive juste pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un site web qu'on peut naviguer, on peut naviguer sur la carte. Et ce qui est intéressant avec un projet comme celui-ci, c'est qu'à mes yeux, je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas naviguer sur une carte. Cliquer sur des infobulles, lire des textes rapides. Est-ce que c'est terminé 1 minute? Et voilà, je fais une conclusion rapide. Donc, naviguer sur une carte, pouvoir explorer un phénomène méconnu, surtout en histoire. Je sais que beaucoup de gens ont un intérêt pour l'histoire. Souvent, quand on leur pense, ah oui, j'aime ça l'histoire, je me rappelle de mes cours au cégep,
ou mes cours au secondaire. Bref, la carte interactive, c'est un moyen super efficace de rendre intelligible un sujet complexe, un petit peu comme un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, un livre ou quoi que ce soit. Puis c'est un petit peu moins difficile à lire, moins aride, par exemple, qu'un livre. Donc, le matin, un dimanche matin, si sirotant un café, je pense que les gens préfèrent aller sur un site web, lire rapidement, que de se lancer dans la lecture d'une thèse. Mais bref, des fois, je le fais quand même. Donc, pour conclure, la carte interactive, c'est un super bon moyen. C'est pour ça que je le préconise. Ça va me permettre d'exposer mes résultats, de les analyser. Et comme le dirait le proverbe, si une image vaut 1000 mots, une carte interactive en vaut bien 1 million. Donc, je vous remercie pour l'écoute. Si vous voulez le PowerPoint, j'ai mis quelques références si vous voulez aller creuser plus en détail. Et je vous laisse avec un meme qui explique super bien mon hypothèse. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, David. C'était super intéressant. Puis c'est vrai, aux mesures que j'écoutais ta présentation, ça a l'air très rigoureux. C'était le fun aussi, toute ta partie utilisation des connaissances que tu as mis à lumière dans ta conclusion. Maintenant, si tu veux, on peut y aller avec les questions. Oui, donc on a une question de Yohan ici. David, as-tu l'impression que le modèle du colonialisme a évolué en ces temps modernes? Est-ce que tu as l'impression que le colonialisme existe toujours, mais sous une forme camouflée aujourd'hui et continuerait d'exister? Parce que lui est originaire de Tahiti. Alors, si ta réponse est orientée sur cet exemple, ce serait super. C'est dans le cas contraire, mais c'est très parfait aussi. Ben, c'est une excellente question. Et à mes yeux, c'est sujet à débat. Certaines personnes vont dire que la décolonisation a mis fin à la colonisation dès les années 1960. Et je vais être franc avec toi, mon cher, je ne vais pas m'avancer en terrain hasardeux et commencer à sortir de ma mémoire des informations sur Tahiti. Je risquerais de dire n'importe quoi. Donc, je ne me risquerai pas tout ça. Mais à mes yeux, le colonialisme existe. C'est ça qui fait la richesse de l'étudier. C'est de comprendre que le racisme qu'on a dans nos sociétés, surtout avec les débats actuels sur le racisme systémique, par exemple, c'est de comprendre que ces demandes-là des personnes racisées, par exemple, proviennent d'une époque. Et cette époque-là n'est pas révolue avec le simple renversement des institutions européennes, par exemple, dans les pays du Sud ou en Afrique ou quoi que ce soit. Donc, bref, à mes yeux, le colonialisme n'est pas terminé. Puis il y en a encore sous forme de néocolonialisme. Par exemple, sinon avec une attitude paternaliste de certains pays du Nord à l'égard des pays du Sud en parlant de pays développés versus des pays en voie de développement, par exemple. Bref, pour rentrer dans un grand débat, je ne sais pas si ça répondait à la question, mais à mes yeux, il y a du colonialisme, il y a encore des gens qui essaient de profiter de la valeur monétaire. Je pense notamment à l'euro versus le franc CFA dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, il y a une inéquité flagrante à ce niveau-là. Et bref, je ne veux pas m'égarer non plus. Merci, ça répond très bien à son questionnement. Et d'ailleurs, une mention spéciale à Yohan, un ancien pionnier de Bistro Brain. On te salue, Yohan, merci d'être là. Ben, merci, David. Puis bonne continuité en lien avec ton mémoire aussi. Bonne chance dans la publication de ta cartographie, tes articles, mais surtout aussi tes vidéos sur YouTube. Tu nous enverras ça quand ça va être fait et que ton mémoire sera super avancé. C'est super intéressant.